bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'avoir répondu présent à cette conférence. Donc, comme vous le savez peut-être, cette conférence elle a lieu dans le cadre de la Semaine de la durabilité genevoise que nous avons la chance de co-organiser conjointement avec l'Institut des hautes études internationales. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Kriner, qui est venu spécialement de Grenoble pour nous parler du dernier rapport du GIEC. Et le but de cette conférence, ce sera donc de vulgariser les résultats scientifiques de ce rapport pour que toutes et tous, en sortant de la salle, puissiez avoir les clés en main pour comprendre la crise climatique que nous connaissons aujourd'hui, mais également d'argumenter en faveur de la protection environnementale. Donc, bien que la guerre en Ukraine ait largement contribué à passer sous silence la sortie du dernier rapport du groupe de travail numéro 2 du GIEC, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque sortie de rapport, le monde tremble et semble s'enfoncer toujours davantage dans une impasse climatique auquel nos gouvernants devront tôt ou tard répondre. Pour faire court, le GIEC il a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc ce groupe d'experts environnementaux, en fait, il fait une évaluation assez régulière, assez récurrente des travaux scientifiques consacrés au changement climatique qui doit permettre en fait, aux décideurs, qu'ils soient politiques mais également dans le droit et dans l'économie par exemple, de connaître les conséquences et les risques et d'envisager ainsi des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Donc ce soir, M. Kriner va nous présenter les résultats du groupe numéro 1, qui se charge, lui, des bases scientifiques de l'évaluation du climat, mais également un petit peu du groupe numéro 2, qui, lui, étudie les impacts et l'adaptation. Donc Gérard Kriner, je vais vous présenter assez rapidement. Vous êtes modélisateur du climat polaire de métier, mais également notamment directeur de recherche au CNRS, donc à l'Institut, si je ne me trompe pas, des géosciences de l'environnement, au sein de l'équipe climat, cryosphère, hydrosphère. En ce qui concerne le groupe d'experts intergouvernemental sur le GIEC, sur le climat, vous avez donc coordonné la section long terme du rapport de synthèse qui sera publié en octobre prochain. Et donc à ce titre, vous avez également coordonné la section climat global du résumé technique du rapport du GIEC publié le 9 août dernier. Sur ce, je vous laisse la parole. On va procéder à environ 45 minutes, 40 minutes de présentation et on aura ensuite un temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup, bonne conférence. Merci, Louise. Ok, très bien. Donc vous avez déjà vu le titre, Changement global du climat, ce qu'on sait et pourquoi on le sait. Alors ce que je vais faire déjà très rapidement, en 4 diapos, les messages clés que je vais vous détailler ensuite. Et ensuite, il y aura aussi quelques diapos sur pourquoi on le sait. Alors, premier message clé. Les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifient. Et ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Je pense qu'ici, parmi vous, il y a très peu de personnes qui seront surpris de ce message. Deuxième message clé. Il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. Encore une fois, je vais détailler tout ça après. Notons que le message est quand même relativement fort et évidemment, il s'est renforcé au cours des années. Donc aujourd'hui, on est au niveau du fait scientifique. Troisième message clé, pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas que le CO2 dans la vie, et puis il faut que les réductions d'émissions soient durables. Il ne suffit pas d'une année de réduction d'émissions de Covid pour changer quoi que ce soit. Et quatrième message, au moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. Encore une fois, je ne me fais aucune illusion d'avoir surpris qui que ce soit ici dans le public avec ces messages. Enfin, j'espère. Voilà, donc il y aura quelques transparents maintenant. Pourquoi on le sait et pourquoi on est certain de certaines choses, aussi en quelques diapos avant de rentrer un peu plus dans les détails. Alors, cette histoire de changement climatique et d'effet de serre, on la connaît en fait depuis très longtemps. L'effet de serre du CO2 est connu depuis au moins 100 ans. Il y a plus de 100 ans déjà, un prix Nobel de chimie suédois, Svante Arrhenius, avait fait des calculs pour déterminer qu'est-ce qui allait se passer si on allait doubler la concentration de CO2 dans l'atmosphère
en brûlant du charbon à l'époque. Et il est arrivé à un résultat, il a dit voilà, à l'équilibre, ça devrait faire plus 5 degrés, ce qui n'est pas complètement aberrant. Aujourd'hui, on estime plutôt 3 degrés, mais enfin, l'ordre de grandeur était là. Donc c'est connu depuis longtemps. Et dans les années 60, il y avait les premiers calculs véritables qui ont été faits avec des modèles numériques, donc vraiment détaillés, par Syukuro Manabe, qui a eu le prix Nobel de physique en 2021. Et la motivation de ce prix Nobel était, la raison c'était pour la prédiction fiable du changement climatique qu'il avait fait dans les années 60-70. Donc vous voyez ce graphique-là qui montre, alors vous avez la courbe noire, c'est le profil de température normale dans l'atmosphère. Donc sur l'axe horizontal, vous voyez la température. À gauche, moins 80 degrés, à droite, plus 30 degrés. Et sur l'axe vertical, vous voyez l'altitude. Et donc, vous savez que quand on monte en altitude, ben, la température diminue. C'est le fait que voilà, ça part dans ce sens-là, la courbe noire. Et puis, à un moment, il y a une altitude. Quand vous volez en avion, les pilotes, à un moment, vous disent, voilà, dehors, on est à 10 km d'altitude. Dehors, il fait moins 50 ou moins 60. Ben, voilà, c'est ce que vous voyez là. Au-dessus, il y a ensuite la stratosphère où la température augmente. Et donc, Manabe, il a fait des calculs à l'époque pour voir ce que ça donne quand on double la concentration de CO2. Donc là, quand je dis doubler la concentration de CO2, c'est partir de la concentration naturelle qui était de 280 parties par million avant la période industrielle, donc jusqu'en 1800 à peu près. Donc doubler, ça veut dire arriver jusqu'à 560. Et ça donne la courbe rouge. Et donc on voit une augmentation de la température dans la troposphère, mais on voit aussi une diminution de la température dans la stratosphère. Et c'est vraiment une empreinte digitale, si vous voulez, du changement climatique et de l'effet de serre dû au gaz à effet de serre. Si le changement climatique était dû, par exemple, à une variation de l'activité solaire, on n'aurait pas cette diminution de température dans la haute atmosphère. Donc c'est vraiment l'empreinte digitale. Et voilà, c'est pour ces travaux qu'il a eu un prix Nobel. Un prix Nobel de physique, ça ne se voit pas que quelques années après, on dit finalement c'était faux, c'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment, on peut considérer que c'est du savoir certain. Deuxième partie de ce prix Nobel, c'était la question de l'attribution du changement climatique. J'en ai déjà parlé un tout petit peu pour cette histoire d'empreinte digitale. Celui qui a vraiment formalisé ça, c'est Klaus Hasselmann, qui a eu l'autre partie de ce prix Nobel de physique pour avoir jeté les bases de l'attribution du changement climatique dans les années 70. Alors ce qu'on voit souvent, c'est des courbes comme sur cette figure, où vous voyez les températures, le changement de température observé dans le temps. L'axe horizontal, c'est le temps, et puis l'axe vertical, c'est les températures par rapport à un zéro arbitraire, donc par rapport à l'état normal, naturel. Donc on observe que le climat a changé depuis au cours du 19e siècle et 20e siècle. C'est la courbe noire. La courbe rouge, c'est ce que donnent les modèles de climat quand on leur dit, calcule-moi le climat tel qu'il serait si la concentration de CO2 avait augmenté, donc la réalité, quoi. Et la courbe bleue, c'est ce que donnent les modèles de climat quand on leur dit que calcule-moi le climat si la concentration de CO2 n'avait pas augmenté. Et donc, évidemment, on n'arrive pas à reproduire, on n'arrive pas à expliquer l'évolution du climat observé sans cet effet de serre. En réalité, les méthodes statistiques derrière sont beaucoup plus compliquées. C'est basé justement sur ce qu'on appelle ces empreintes digitales. Si vous avez des questions après, je peux répondre là-dessus, mais ce n'est peut-être pas l'objectif ici de rentrer dans ce genre de détails. En tout cas, voilà, ça aussi, c'est des méthodes qui sont au niveau du savoir établi. Ce n'est pas des vagues théories. Encore une fois, quand il y a un prix Nobel pour quelque chose, c'est du béton. Louise a déjà parlé du GIEC, donc je ne vais pas du tout rentrer dans ce graphique, dans ce détail-là, donc c'est très bien, ça mérite de parler pendant une minute. Juste pour dire que donc, ce rapport de synthèse qu'elle a mentionné aussi va être approuvé au mois d'octobre, ici à Genève, parce que le GIEC, il a son siège, son secrétariat dans le bâtiment de l'OMM, pas loin du tout d'ici. Mais sans doute vous le savez de toute façon déjà. Voilà.
Donc je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails des messages que j'ai donnés. Donc ça, c'était le premier message clé, le changement climatique généralisé, rapide et qui s'intensifie et sans précédent. Les courbes que vous voyez ici, c'est donc à gauche l'évolution de la température moyenne globale depuis 2000 ans à peu près. On voit à quel point la période industrielle, donc à partir de 1850 ou 1800 à peu près, est exceptionnelle, extrêmement rapide, avec ce réchauffement extrêmement rapide. À droite, vous voyez la même chose, mais seulement sur la période de 1850 à 2020. Et on voit que la dernière décennie, on a une augmentation de 1,1 degré par rapport à ce qu'on estime être la période pré-industrielle, ou ce qui nous rapproche de la période pré-industrielle, donc 1850, 1900. 1850, 1900, c'est une espèce de compromis, parce que c'est là qu'on commence déjà à avoir des données un peu meilleures pour estimer quelle était vraiment la température moyenne globale. Ce n'est pas que des thermomètres, mais en grande partie des thermomètres, des relevés de température, mais aussi ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des enregistrements naturels de température. Donc, on est à plus 1,1 déjà, avec un objectif affiché au niveau des États, au niveau de l'ONU de 1,5, et ça va vite. Et les 4 dernières décennies, chacune était plus chaude que toutes les décennies précédentes. Donc on n'est pas du tout sur une bonne tendance, c'est clair. Il y a d'autres choses qui sont sans précédent et qui changent vite. Donc la concentration de CO2, on sait avec les carottes de glace par exemple, il y a d'autres enregistrements, c'est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. La montée du niveau des mers, elle n'est pas encore dramatique, c'est quelques millimètres par an, 3-4 millimètres par an, mais c'est quand même la plus rapide depuis au moins 3000 ans et c'est appelé à s'accélérer. La surface de la banquise arctique, donc autour du pôle Nord, la glace de mer dans l'océan Arctique, est la plus réduite depuis au moins 1000 ans et le recul des glaciers, il est sans précédent dans son caractère global depuis au moins 2000 ans. C'est-à-dire, il y avait toujours des périodes où certains glaciers ont reculé, d'autres ont avancé. Ça, c'est normal, les glaciers réagissent de façon très sensible au changement climatique, mais que quasiment tous les glaciers du monde reculent de concert aussi fortement, ça, c'est vraiment pas vu depuis 2000 ans. Deuxième de ces messages clés, incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. Alors, il n'y a pas que la température moyenne à un endroit ou moyenne globale, c'est évidemment ce qui compte pour beaucoup, c'est les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses qui deviennent plus fréquentes et plus graves. Donc pour cette attribution du changement climatique, vous voyez ici ce graphique, vous voyez à gauche une barre qui montre tout simplement c'est ce 1 degré, 1,1 degré dont j'ai déjà parlé par rapport à 1900, à la période 1850-1900. Donc ça, c'est ce qui est observé comme réchauffement. Et quand on regarde, en fait, il y a différentes causes de ce réchauffement, naturel et humaine. Alors, l'influence humaine totale, elle explique tout. D'accord ? Vous avez l'influence humaine totale, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres choses, d'autres forçages dont je vais parler tout à l'heure. Ça vous explique, ça vous fait en total 1,1 degré de réchauffement, donc vous n'avez pas besoin d'autres facteurs explicatifs. Et d'ailleurs, il n'y a aucun autre facteur explicatif qui fonctionne. Les gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, le N2O essentiellement, un petit peu aussi l'ozone, expliqueraient en fait 1,5 degré de réchauffement. Donc s'il n'y avait que nos émissions de gaz à effet de serre, on aurait déjà 1,5 degré de réchauffement depuis 1850-1900. Mais en fait, il y a d'autres émissions humaines, notamment les particules de pollution, les aérosols, le SO2, les sulfates, qui changent les propriétés du nuage et qui bloquent une partie du rayonnement solaire directement aussi. Et ces émissions ont un effet refroidissant sur le climat.
c'est probablement un des facteurs principaux qui explique qu'il y avait une période dans les années 60 où le climat changeait assez lentement, ou même il se refroidissait un tout petit peu. Les émissions d'aérosols dans les zones industrielles à l'époque, où il n'y avait pas de standards environnementaux très élevés, expliquent une grande partie de ce fait. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'aérosols en Asie du Sud-Est, en Inde notamment. Facteurs naturels, par exemple des volcans, ça explique le soleil, ça explique rien. D'accord ? On peut les quantifier sur cette période-là et ça n'a pas changé. Le soleil est même en train de s'affaiblir un petit peu. Il y a aussi de la variabilité du climat naturel d'une année à l'autre. Vous savez bien que le climat change, mais ça peut expliquer 0,1, 0,2 degrés de changement sur cette période et pas plus. Voilà. Alors tout ça, cette responsabilité de l'homme dans le changement climatique, quand le premier rapport du GIEC a été écrit en 1990, c'était encore des prédictions essentiellement. Le changement climatique n'était pas encore très fort. Aujourd'hui, on a un réchauffement d'ordre de 0,2 degrés par décennie à peu près. Et il est très fort surtout depuis les années 70. D'accord ? Donc à la période du premier rapport, on voyait déjà un réchauffement en cours, mais en fait, dans le rapport du GIEC, il y a toujours une phrase un peu clé sur l'attribution du changement climatique, et dans ce premier rapport, elle était la suivante. L'ampleur de ce réchauffement est globalement conforme aux prévisions des modèles climatiques, mais il est aussi de la même ampleur que la variabilité naturelle du climat. Donc ça, c'est des phrases bien ciselées, chaque mot est pesé. D'accord ? C'est dans le résumé à l'intention des décideurs d'un rapport du GIEC. Alors, un rapport du GIEC qui fait 1500 pages, après il a un résumé technique qui fait une centaine de pages, et puis à partir de ça est écrit un résumé à l'intention des décideurs d'une quinzaine de pages, qui est approuvé phrase par phrase dans une réunion entre les scientifiques et les représentants des États. Les représentants des États, donc c'est la Suisse, la France, la Norvège, les États-Unis, Luxembourg, la Russie, l'Ukraine, la Syrie et l'Arabie Saoudite, enfin tous. Voilà. Et vous voyez bien que les îles Marshall et l'Arabie Saoudite n'ont pas les mêmes intérêts, d'accord, dans ce genre de choses. En fait, ce qui fait le juge de paix, c'est la science elle-même. Tout ce qui est contenu dans ce rapport à l'intention des décideurs, ce petit truc de 10 pages, doit être basé sur le rapport scientifique sous-jacent, qui est la propriété pleine et entière des scientifiques. Et les scientifiques, dans ces discussions avec les États, ils ont un droit de veto. Donc si un État, au hasard, un État exportateur de pétrole veut qu'on dise que le changement climatique, c'est dû à l'action du Père Noël, les scientifiques peuvent dire non, c'est pas vrai. C'est dû à l'homme et on a des arguments pour, et dans ce cas-là, ça se trouve dans le rapport, même à l'intention des décideurs. Et encore une fois, de toute façon, il y a des États qui se neutralisent. Donc ces discussions peuvent être longues, mais rien dans ce rapport à l'intention des décideurs n'est contraire à la science qui est sous-jacente dans le rapport du GIEC. Je le dis parce que souvent, on le lit dit par des climato-sceptiques qui nous disent « ouais, c'est un rapport politique, c'est écrit par des politiques ». Non, c'est la pleine et entière propriété des scientifiques. Bref, avec le temps, ces constats d'attribution ont changé parce que le climat a changé. Ce qui était des prédictions dans les années 90 est devenu la réalité d'aujourd'hui et est devenu complètement incontestable que le changement climatique est dû à l'homme. Donc, dans le rapport qu'on a publié au mois d'août du groupe de travail 1, notre message est « Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. » Là, c'est très clair. On voit l'évolution graduelle que je vous laisserai lire si vous avez envie. Enfin, là, c'est trop tard parce que je passe à l'autre slide. Donc, l'influence humaine est le principal facteur de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds. C'est normal, le climat se réchauffe, donc forcément les extrêmes, les vagues de chaleur aussi. Enfin, c'est absolument logique. L'océan se réchauffe, au moins depuis les années 70.
il y a très peu de données d'avance, c'est le problème. Son acidification, l'augmentation de la concentration de CO2, ça mène à une acidification de l'océan avec des impacts sur la vie dans les océans. Des changements visibles dans les zones gelées de la planète, donc là notamment il y a le recul global des glaciers que j'ai déjà mentionné. Là c'est marqué années 90, mais en fait ça commence déjà bien avant. La baisse de 40% de la banquise arctique depuis 1979 et la diminution du manteau neigeux au printemps dans l'hémisphère nord. Donc là on parle de tout l'hémisphère au moins depuis les années 50. Donc ça affecte toutes les régions de la Terre, mais de multiples façons. Évidemment, ça s'accentuera avec la poursuite des réchauffements, ces changements. Donc il y a notamment des impacts via des changements du cycle de l'eau. Il n'y a pas que le réchauffement, comme j'ai déjà dit, et le cycle de l'eau il s'intensifie. Et en fait, la physique derrière est relativement simple. Avec une température plus élevée, l'atmosphère peut contenir plus d'eau. Vous le savez tous, les jours où en hiver, où il fait extrêmement froid, ce n'est pas là que vous allez avoir beaucoup de précipitations. Ce n'est pas là que beaucoup de neige va tomber. Beaucoup de neige va tomber quand c'est exactement quand vous êtes autour de 0 degré, pas quand il fait moins 20. D'accord ? C'est parce que l'atmosphère, quand elle est froide, peut contenir moins d'eau, et donc quand elle est chaude, elle peut contenir plus d'eau. Quand il fait plus chaud, il y a aussi plus d'évaporation du sol, donc c'est plus forte et plus rapide. Et donc les précipitations peuvent devenir plus fortes, et surtout les événements de précipitation fortes peuvent devenir plus forts. C'est notamment pour chaque degré de réchauffement, l'intensité des événements de précipitation fortes peut augmenter jusqu'à 7%, alors que la précipitation moyenne globale augmente que de 3% pour chaque degré de réchauffement global. Mais il n'y a pas que les événements de précipitation fortes plus forts, mais aussi une intensification des saisons sèches. Donc il y a des différences régionales et saisonnières entre les saisons dans les régions, mais ça s'intensifie. La fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes augmentent avec le réchauffement climatique. Et évidemment, la fréquence et l'intensité des extrêmes froids va diminuer. Donc ça s'entend, c'est logique. Alors, c'est un graphique résumé à l'intention des décideurs du groupe de travail 1. Il est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'on voit, si vous prenez la partie, là on va prendre le truc au milieu, là, la partie au milieu du graphique. Un événement de vague de chaleur qui, dans un climat pré-industriel, arrivait une fois tous les 50 ans, c'est le petit point. Alors, est-ce que vous avez... Ah oui, il y a ma souris là, vous la voyez ? Ah oui. Donc ça, il arrivait une fois tous les 50 ans, avec un changement de 1 degré, donc comme aujourd'hui, il arrive 5 fois tous les 50 ans, donc une fois tous les 10 ans, et avec un réchauffement de plus 4 degrés global, il arriverait presque tous les ans. D'accord ? Logique aussi. Donc on a ça pour les événements typiquement décennales de 50 ans et les événements qui arriveraient une fois tous les 10 ans en termes de précipitation. Et aussi leur intensité augmente aussi. Encore une fois, c'est basé sur des raisonnements physiques qui sont assez fondamentaux et relativement simples finalement. Bon, là j'ai parlé du climat, je vais quand même parler un peu des impacts. Les risques, c'est les impacts du futur, et les impacts, c'est ce qui s'est déjà réalisé. Ça dépend du réchauffement, évidemment, du changement climatique, mais aussi de l'exposition et de la vulnérabilité. Le changement climatique ne frappe pas de la même manière tout le monde. De façon simplifiée, ça frappe plus les pauvres, c'est certain, dans les pays pauvres, et aussi à l'intérieur des États. Les populations moins bien loties ont généralement une vulnérabilité plus forte. Alors, le graphique que vous voyez ici, c'est un graphique typiquement du groupe de travail du GIEC. Alors, ce qui est souvent utilisé, c'est ce qu'ils appellent je connais le mot anglais, burning embers, en fait les braises brûlantes. Ils appellent ça. Et en fait, les couleurs sont inversées. Donc, plus c'est noir, là, plus c'est dangereux. Donc, vous avez l'axe vertical, la température. Quand c'est blanc, il y a peu de risques.
et quand c'est noir, le risque est élevé. Et en fait, ces risques dépendent donc, comme je disais, de la vulnérabilité et de l'exposition autant, ou peut-être même plus parfois, que du climat. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un risque de changement climatique. Ça dépend beaucoup du système que vous regardez, de où vous regardez, de quelle partie, quel écosystème, quelle partie des écosystèmes vous regardez. Par exemple, vous voyez ici quelques-uns de ces graphiques, de risque pour la biodiversité. Je ne sais pas si c'est lisible, mais en tout cas là, c'était marqué dans les écosystèmes d'eau douce. Vous voyez, donc l'axe vertical est 0, 1, 2, 3, 4 degrés. Et les risques qui augmentent progressivement pour la biodiversité, pour la mortalité des arbres, etc. Et ce n'est pas pareil si vous regardez la biodiversité de manière générale, ou la mortalité des arbres, ou des feux. Ici, vous avez les feux de forêt. D'accord ? Donc tout dépend de ce qu'on regarde, évidemment. Et là, en bas, c'est sur le point que j'allais vous faire, là, particulièrement sur l'exposition et la vulnérabilité. Vous avez par exemple ici une suite de 3 de ces graphiques, de ces évaluations de risque pour la morbidité et la mortalité liées à la chaleur, à des vagues de chaleur essentiellement, mais ils se distinguent par le niveau d'adaptation. Donc, quand les gens s'adaptent, évidemment, les risques jusqu'à 2 degrés, ils ne deviennent pas encore très élevés, mais c'est à très faible adaptation. Dans des pays où on n'a pas les moyens de s'adapter, ou des gens qui sont trop pauvres pour s'adapter correctement, voilà, les risques augmentent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus forts au même niveau de température. Et donc dans le rapport du groupe de travail 2, vous trouverez une longue liste de ces évaluations de risque en fonction du degré d'adaptation, du degré de vulnérabilité des différentes régions, et évidemment le type de risque aussi varie en fonction de la région. Pour l'Europe, ils ont identifié 4 risques clés. Donc le premier risque clé lié à la température, donc la heat stress, mortality, morbidity, etc. Aussi des changements dans les écosystèmes terrestres. Donc vous avez des évaluations des risques. On ne va pas rentrer dans les détails là. Le risque clé 2, c'est évidemment lié à la production agricole, notamment des céréales, qui augmentent aussi évidemment avec la température. Risque clé 3 est lié à la disponibilité de la ressource en eau, notamment dans le sud de l'Europe. Le risque est plus faible dans l'Europe de l'Est, de l'Ouest et centrale que dans l'Europe du Sud. Vous voyez le graphique ici pour l'Europe du Sud et là pour l'Europe centrale. Donc ça, c'est pas surprenant. Et ici, le troisième risque clé en Europe lié à des inondations. Et encore une fois, dans d'autres régions, ce n'est pas du tout les mêmes types de risques et pas le même niveau de risque, évidemment. Voilà. Autre message clé que j'ai déjà mentionné, c'est qu'il faut une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre. Sinon, les 1,5 degrés, on peut les oublier. Enfin, de toute manière, je pense qu'on peut les oublier. Enfin bref. Le groupe de travail 1, il est obligé, quand il fait des projections climatiques, il fait justement des projections et pas des prédictions. On est obligé de se baser sur des hypothèses d'émissions futures de gaz à effet de serre et d'aérosols. Vu qu'on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas dire telles vont être les émissions de CO2 en 2050. On n'en sait rien. C'est des décisions politiques, c'est des décisions de chacun de nous, de chaque être humain, de combien il va émettre. Donc on fait des hypothèses, on fait des scénarios, comme on les appelle, des scénarios d'émissions. Et comme on utilise des modèles de climat très complexes qui ont besoin de beaucoup de temps de calcul, on ne peut pas faire une infinité de ces calculs. On s'est limité à 5 scénarios. Donc c'est les scénarios que vous voyez là. Je me concentre sur le graphique de gauche, donc pour le CO2. Scénario très vertueux, le SSP 1
1,9, bon, le nom, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il s'appelle comme ça, il y a des bonnes raisons, enfin bref, qui imagine qu'en 2050, on arrive à 0 émission de CO2. C'est ça que ça veut dire, là, ce que vous voyez là, hein. C'est 2055, 2060, 0 émission de CO2. D'autres scénarios où on continue à émettre comme des dingues. Aujourd'hui, on est plutôt sur ce scénario-là si on croit aux engagements des États qui sont faits dans le cadre de l'accord de Paris. Et si on en croit aussi l'évolution récente des émissions depuis 2015 à peu près. On est plutôt sur ce scénario jaune. Donc on utilise ça pour faire nos calculs extrêmement lourds avec les modèles de climat. Donc j'ai reproduit ici en haut cette courbe d'émissions de CO2 notamment, et l'évolution de température qui va avec en fonction, qui sort donc des modèles de climat, avec le même code couleur et sur la même échelle horizontale. Donc le timing du net zéro, donc le moment où on émet plus rien, il y a des scénarios où on continue à émettre du CO2 encore pendant longtemps. Il y a le scénario 1,26 et 1,19 où on suppose qu'on arrive à zéro émission respectivement autour de 2050 ou 2070. Quand on regarde ce que ça donne en termes de température, on voit qu'au moment du net zéro, on arrive au maximum de température. D'accord ? À partir du moment où les émissions de CO2 deviennent négatives, c'est-à-dire on commence à aspirer du CO2 de l'atmosphère. Il y a déjà des prototypes de ce genre de technique, mais il n'y a pas encore de possibilité technique aujourd'hui de réduire durablement la concentration de CO2 par des moyens techniques. Peut-être ça existera dans 50 ans, qui sait. Mais à partir du moment où on imagine que voilà, la concentration de CO2 diminue très fortement, la température commence à diminuer aussi. Donc la réduction des émissions et le net zéro, ce n'est pas le moment où on arriverait à annuler le changement climatique, c'est juste le moment où on arrive à stabiliser le climat. D'accord ? Et donc on voit bien, si vous voulez limiter le changement climatique à bien en dessous de 2 degrés, eh ben, va falloir arriver à 0 émission en 2050 ou 2070 pour arriver en dessous de 2 degrés. Quand on regarde les cartes de température, là j'ai parlé des températures moyennes globales, quand on regarde des cartes de température, on se rend compte que pour un réchauffement global de 1,5 degré, de 2 degrés ou 4 degrés, on a toujours la même structure en fait. Le changement climatique, l'augmentation de température est plus forte dans les régions continentales, il est très fort en Arctique, il est moins fort dans l'océan austral. Il y a des bonnes raisons physique pour ça. Déjà, les toutes premières simulations du changement climatique avec des modèles 3D dans les années 70 montraient ça. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'on comprend vraiment très bien, cette augmentation, cette amplification en Arctique et sur les continents. Et les structures sont toujours les mêmes. D'accord ? Donc, pour le changement 1,5 et 4, c'est un peu la même chose, c'est juste plus rouge dans le plus 4, évidemment. Il n'y a pas de retour en arrière pour certains changements dans le système climatique, notamment les composantes lentes du changement climatique, c'est-à-dire l'océan. L'océan, pour le réchauffer, il faut beaucoup de temps. Une fois que c'est parti, il faut aussi du temps pour le refroidir. Donc là, il n'y a pas de retour en arrière. La calotte de glace du Groenland, une fois qu'elle est fondue, elle commence à fondre. Même si on vient à limiter le changement climatique, elle continuera à fondre. Niveau des mers aussi, si on limite le changement climatique à 1 degré, au niveau d'aujourd'hui, il continuera quand même à monter, parce qu'il n'est pas encore équilibré avec le changement, avec la température d'aujourd'hui, il est encore en train de rattraper. Donc pour le niveau des mers, la question, c'est pas tellement, c'est évidemment combien, mais c'est aussi quand on arrive à un certain niveau d'augmentation des niveaux de la mer. Alors je vais juste vous parler de la partie, parce que je suis un peu lent là, la partie en bas à droite, graphique en bas à droite, qui montre en fonction des différents scénarios, donc vous avez les mêmes scénarios que celles que vous aviez tout à l'heure, donc le scénario rouge, le SSP 585, c'est celui qui continue à augmenter la température très fortement, donc vous le voyez là de toute manière de nouveau.
vous arrivez à 0,5 mètre d'augmentation du niveau de la mer ou à 1 mètre du niveau des mers, on va prendre le 1 mètre ici, vous y arrivez en 2100 ou dans le 22e siècle, avec le scénario très vertueux où on arriverait à limiter le changement climatique à un peu au-dessus de 1,5 degré, on arriverait aussi à 1 mètre de réchauffement, d'augmentation du niveau des mers, mais seulement dans quelques centaines d'années plus tard. Mais on y arriverait aussi. C'est une question de vitesse d'augmentation du niveau des mers plutôt que de à quel niveau on va vraiment arriver après. Notamment pour le niveau des mers, il y a des surprises possibles qui sont peu probables, qu'on juge vraiment très peu probables, moins de 10% de probabilité, mais on a beaucoup de mal à estimer des probabilités exactes, donc on ne peut pas les exclure. Et vous voyez ici donc ces courbes de projection du niveau des mers, et je vais me concentrer sur cette partie pointillée. Donc normalement, même pour le scénario le plus fort, d'émissions plus fortes, qui n'est pas celui qu'on suit aujourd'hui. Encore une fois, on suit aujourd'hui plutôt le scénario jaune, là au milieu. Mais même pour le scénario le plus fort, on estime le plus probable quelque chose comme 1 mètre maximal d'augmentation du niveau des mers en 2100. Mais si ça se passe mal, si la calotte de glace de l'Antarctique de l'Ouest se déstabilise plus rapidement que prévu, on ne peut pas complètement exclure que ce changement de niveau des mers serait plus fort. D'accord ? Ça serait une surprise, mais elle n'est pas exclue. Et à plus long terme, en 2300, ce genre de surprise climatique, qu'on ne peut pas exclure, encore une fois, il pourrait mener à 15 mètres au niveau des mers, dans le cas d'un scénario d'émission de gaz à effet de serre très fort, qui n'est pas celui qu'on suit actuellement. D'accord ? Donc je vais pas, sortez pas de cette salle en vous disant Kriner, il nous a promis 15 mètres en 2300. C'est pas ça. D'accord ? Mais on ne peut pas l'exclure dans le pire des cas. Certains changements peuvent être ralentis. Je vais parler des trucs irréversibles. Il y a des parties du changement climatique, des parties du système climatique qui réagissent extrêmement vite. Si vous avez là de nouveau ces courbes de projection climatique en fonction des différents scénarios jusqu'en 2100, avec ce scénario qui est le plus probable, vous voyez que en fait, la concentration ou la surface de glace de mer en Arctique, par exemple, elle suit très rapidement et se stabilise aussi. Dans la courbe bleue, là, qui stabilise le climat dès 2050, la concentration de glace de mer aussi, elle se stabilise dès 2050. Donc, il y a des parties du climat qui réagissent rapidement, la glace de mer, les précipitations, ça suit directement quasiment les températures, l'étendue de la neige saisonnière, etc. Les trucs qui sont plus épais, l'océan, les calottes de glace, ça prend beaucoup plus de temps, mais il y a des parties qui réagissent extrêmement vite. Je vais dire très rapidement quelque chose sur les rétroactions, parce que souvent il y a des malentendus. Quand on parle des rétroactions dans le système climatique, on dit voilà, il y a des phénomènes qui amplifient le réchauffement, et beaucoup de gens ont l'impression que dès qu'on parle de ce genre d'amplification, on parle d'un truc qui va nécessairement exploser. Ce n'est pas vrai. Là, je vous parle grâce à un amplificateur, d'accord, un circuit électronique qui amplifie ce que je dis, et pourtant, vos oreilles sont encore en bon état, elles ne sont pas cassées, d'accord ? Donc, une amplification, ça peut être limité, et généralement, dans le système climatique, les amplifications du changement climatique ou les atténuations du changement climatique sont limitées. La question, c'est limité à combien ? Voilà, c'est l'intensité de cette amplification qu'il faut déterminer. Mais n'ayez pas peur, ne vous cachez pas sous la table à partir du moment où quelqu'un vous parle d'une amplification du changement climatique, d'une rétroaction positive, comme on l'appelle techniquement. Il y en a plusieurs dans le système climatique. La plus importante, c'est sans doute celle des nuages, très inconnue pendant très longtemps. On sait aujourd'hui que les nuages, vous changez le climat, les couvertures nuageuses changent, les propriétés des nuages changent, les types de nuages peuvent changer. On sait aujourd'hui que c'est une rétroaction positive, on le pensait depuis longtemps, mais aujourd'hui on sait de mieux en mieux. Ce qui est vraiment nouveau dans ce rapport aussi, c'est que la rétroaction du pergélisol ou le permafrost, elle est quantifiée. Donc c'est l'histoire que dans les régions des hautes latitudes nord,
vous avez beaucoup de CO2 qui est stocké sous forme de matière organique dans les sols. En fait, ce qui se passe, vous avez des plantes qui poussent dans la toundra, les plantes meurent en automne, les feuilles tombent par terre, les racines restent en sol, et le sol est froid, donc il y a peu de bestioles qui décomposent cette matière pour la renvoyer sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Cette matière organique, qui est issue de la photosynthèse et donc de l'extraction de CO2 de l'atmosphère, hein, c'est ça que fait la photosynthèse, elle extrait du CO2 de l'atmosphère, transforme ça en matière organique. Cette matière organique, dans les hautes latitudes de Sibérie et de l'Alaska, elle s'accumule dans les sols parce qu'il n'y a pas de bestioles, comme je disais, qui décompose et remet immédiatement dans l'atmosphère. Et donc, pendant des dizaines de milliers d'années, il y a du CO2 capté qui s'est accumulé dans les sols. Et aujourd'hui, avec le réchauffement, l'idée c'est de dire, voilà, il va y avoir de nouveau beaucoup plus de vie dans les sols, ça va décomposer, ça va prendre cette ancienne matière organique et ça va la décomposer. Et donc, ça va nous faire une rétroaction positive parce qu'on renvoie du CO2 en plus dans l'atmosphère. Donc, pendant très longtemps, c'était très mal connu quelle allait être cette amplification des changements climatiques due à cette rétroaction. Et là, dans le dernier rapport du GIEC, on a pu avoir accès, parce que la science a évolué, il y a eu beaucoup de publications sur lesquelles se base ce rapport. La science a évolué et aujourd'hui, on est capable de dire quelle est cette amplification du changement climatique due au pergélisol. Et elle n'est pas énorme, ça rajoute une dizaine de pourcents peut-être au réchauffement, peut-être 20%, mais ça ne fait pas exploser la planète. Donc ça, c'est bien. Voilà. Par contre, il y a quand même des choses qui sont embêtantes avec cette histoire, puisque je suis maintenant dans le cycle de carbone. Quand vous émettez 1 kg de CO2, en fait, la moitié est très rapidement absorbée par les océans et par la végétation. La végétation, elle fait de la photosynthèse. Quand il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, elle pousse mieux. Et donc, elle absorbe une partie du CO2 que nous avons émis. Et depuis un moment, c'est à peu près la moitié. Et dans les différents scénarios que nous avons calculés, nous prenons en compte cet effet-là, où nous calculons combien de CO2 va être absorbé par l'océan et par la végétation. Et ce qu'on voit, c'est que la fraction des émissions, elle diminue avec des scénarios d'émissions fortes. C'est-à-dire quand on est dans un scénario de forte émission, comme ce SSP 585, c'était celui qui continue à émettre comme dingue jusqu'en 2100 et au-delà. Et en fait, la fraction des émissions des émissions humaines qui va être absorbée par l'océan et la Terre, elle diminue à 30%. Alors que dans le scénario où on arrête carrément à émettre en 2050, en fait, il y a une grande partie des émissions futures qui va être absorbée par l'océan et la Terre. Donc la nature, elle nous aide si nous sommes vertueux, en quelque sorte. C'est un peu le message de ce graphique. Donc pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2. Je vous ai montré les graphiques déjà, mais il y a aussi le méthane et d'autres. Et ce n'est pas seulement une histoire de changement climatique, c'est aussi une histoire de qualité de l'air. Alors, un très rapide graphique, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'on appelle cette sensibilité climatique. Donc, c'était la question que j'ai mentionnée déjà tout au début, de combien de degrés est-ce que le climat va changer quand on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, ce qui était un drame et vraiment triste, c'est que depuis les années 80, on avait une estimation de cette sensibilité climatique. Il y avait un rapport en 1979 par Charny et collègues, un grand rapport qui était l'ancêtre des rapports du GIEC, qui disait déjà ça va être à peu près 3 degrés, mais peut-être entre 1,5 et 4,5, on ne sait pas trop. Et dans le premier rapport du GIEC, donc c'est First Assessment Report, donc FAR, c'était à peu près pareil, et Second Assessment Report pareil, troisième à peu près pareil, quatrième à peu près pareil, cinquième à peu près pareil. On n'arrivait pas à réduire cette incertitude, c'est assez dramatique. La science a fait beaucoup de progrès ces dernières années pour mieux quantifier cette question centrale de la sensibilité du climat aux émissions de CO2, et on arrive aujourd'hui
a une meilleure estimation de 3 degrés, donc elle n'a pas changé beaucoup, mais l'incertitude a beaucoup changé et beaucoup réduite. C'est toujours entre 2,5 et 4 degrés à 66% de chance, d'accord ? En tant que scientifique, on donne des incertitudes, donc on estime que voilà, on a 2 tiers de chance, 2 tiers de probabilité que cette sensibilité climatique est entre 2,5 maintenant et 4 degrés. Donc on est très fiers de ça. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Et lié à ça, on a ce graphique qui est extrêmement important parce que c'est la base de ce qu'on appelle les budgets de carbone. Je vous ai montré déjà, pour stabiliser le climat, il faut 0 émission nette. Et en fait, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est dans l'axe horizontal, l'émission de CO2 cumulative depuis le début, donc la quantité totale de CO2 qui a été émise depuis 1850. Ça se mesure donc en quantité de CO2, donc là c'est 1 gigatonne de CO2. Et dans l'axe vertical, vous voyez la température, le changement de température moyenne globale. Et la partie grise, c'est les observations. Donc on voit à peu près une relation. Bon, il y a de la variabilité, d'accord. Il y a cette variabilité interannuelle et décennale, etc. Mais on voit que voilà, la température a augmenté, les concentrations de CO2 ont augmenté. Et dans la partie droite, ici, ça c'est les projections, les différentes projections avec le même code couleur comme avant. Et on voit que c'est à peu près linéaire. Donc on a cette linéarité assez jolie finalement entre la quantité totale de CO2 émise et le changement climatique réalisé. Et comme j'ai déjà dit, à partir du moment où on émet 0, on stabilise le climat. Donc, à partir du moment, la conséquence, c'est de dire vous voulez 2 degrés, pas de problème. Vous prenez 2 degrés ici, vous tournez vers ici, vers ce graphique, vous retournez vers l'axe horizontal, et vous savez que vous avez droit à 3800 gigatonnes de CO2 total émis. Et on sait qu'aujourd'hui, on est déjà à 2400, donc on sait pour limiter le changement climatique à 2 degrés, on peut encore émettre, alors j'ai fait le calcul, encore émettre 1400 gigatonnes de CO2. Pour limiter à 1,5 degré, pareil, on prend le point ici, hop, on va vers ici, on descend, et on voit qu'on n'a pas beaucoup qui reste. Pour 1,5 degré, en fait, il reste l'équivalent d'une dizaine d'années d'émissions de CO2. D'accord ? Si on continue comme aujourd'hui, on arrive à 1,5 degré dans une dizaine d'années. C'est clair. Et donc c'est pour ça que je dis ce graphique, il est vraiment la base de ces budgets de carbone, de cette idée, voilà, de dire pour limiter le changement climatique à tel niveau, on a droit à émettre tant, en tant cumulé comme humanité entière. Dernier petit mot, je vais sauter celui-là parce qu'il est vraiment compliqué, c'est sur l'importance du méthane et des aérosols. On insiste beaucoup sur le méthane. Le méthane, il a une durée de vie dans l'atmosphère qui est relativement courte. Vous émettez du méthane, surtout les vaches qui émettent du méthane, enfin pas surtout, mais par exemple, il reste dans l'atmosphère pendant une dizaine d'années, ensuite il va devenir du CO2. Mais le méthane, en tant que tel, quand il est dans l'atmosphère, il est beaucoup plus puissant comme gaz à effet de serre. Donc, une molécule de méthane est plus puissante, beaucoup plus puissante, vingtaine de fois plus puissante qu'une molécule de CO2. Donc, pendant les 10 ans où le méthane est méthane, il a une action importante. Donc, on peut s'amuser à calculer le changement climatique qui est dû aux émissions d'une seule année. Vous prenez les émissions de 2022 et vous regardez de combien est-ce que ces émissions-là vont changer le climat. Et vous le faites par différents gaz, donc par CO2, méthane, et on peut aussi regarder les aérosols, par exemple. Et on voit que sur 10 ans, c'est les premières 10 années, en fait, les émissions de méthane, elles changent la température plus fortement. C'est la barre, là, elle est plus large que celle pour le CO2, qui est en jaune. C'est-à-dire que dans les émissions immédiates, dans l'immédiat, c'est le méthane qui compte. Et vu qu'il reste dans l'atmosphère que 10 ans, au bout de 100 ans, les émissions de notre année, elles seront dominées par l'effet du CO2 qui, lui, reste dans l'atmosphère pendant très longtemps. Donc, au bout de 100 ans, la réponse du changement de la température moyenne globale aux émissions de l'année 2022, ça aurait augmenté la température de 0,02 degrés. Les émissions d'une année seule, ça fait 0,02 degrés.
l'émission d'une dizaine d'années, ça fait 10 fois plus, donc ça fait 0,2 degrés, c'est à peu près la tendance qu'on voit. La moralité de ça est que, en agissant sur le méthane, nous pouvons limiter de façon très rapide le changement climatique. Si on veut agir rapidement, il faut agir aussi sur le méthane. Et les réductions de méthane, ça permettrait aussi d'augmenter de beaucoup la qualité de l'air, notamment via l'ozone. Voilà. Et les aérosols, on voit aussi qu'elles comptent dans l'immédiat, mais ils ne restent pas longtemps dans l'atmosphère non plus, donc sur 100 ans, ils n'ont pas d'effet. Donc c'est ce concept de durée de vie d'un polluant qui est extrêmement important, qui est, je sais, il est difficile à saisir quand on n'a pas l'habitude de ce genre de raisonnement. Donc ne soyez pas paniqués si vous ne l'avez pas tout compris là, mais il est important. Donc si un jour vous retombez dessus, peut-être ça deviendra plus clair. Voilà. Donc le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre là. Et concrètement, ça veut dire quoi? Alors il y a un joli site que j'ai mis là qui permet de jouer un peu pour les différents scénarios, de voir le climat de Genève en 2090 sous différentes hypothèses d'émissions, à quoi il ressemblera. On peut le faire pour 2070, pour 2050, pour 2090. Donc là, j'ai fait pour 2090, donc dans 70 ans. On peut regarder dans le scénario avec une atténuation limitée, donc c'était le scénario qu'on suit actuellement, ce scénario jaune, par hasard, le code couleur est le même, donc c'est à peu près celui qu'on suit actuellement et qui correspondrait aux promesses des engagements des États. Après, savoir si on va tenir nos promesses, c'est une autre question. Enfin bref, donc dans ce scénario-là, le climat de Genève en 2090, c'est celui qu'on a aujourd'hui quelque part là au centre de l'Italie, au bord de la mer Adriatique. Donc ça permet de réaliser de combien le climat changerait dans ces différents scénarios. Je trouve ça assez drastique, assez visuel. J'aime bien ce graphique, ce site. Le GIEC aussi a fait un atlas interactif, et je termine là-dessus. Vous avez le site ici. Si vous regardez sur le site du GIEC, c'est IPCC en anglais et CH parce que c'est à Genève, donc c'est facile à mémoriser pour vous. Il y a cet atlas interactif de changement climatique. Alors, est-ce que j'ai... Non. Zut. Je croyais que c'était un truc qui bougeait, non? Ah non, je suis passé par le PDF, donc ça ne marche plus. C'est pas grave, donc il y a un atlas interactif, il y a une petite terre qui tourne, et on peut regarder sur les différentes régions qu'on veut, etc. C'est assez bien fait. Voilà tout ce que je voulais vous dire, et après, je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit décryptage du dernier rapport du GIEC. On peut maintenant passer à la partie des questions-réponses. Sentez-vous libre de poser des questions par rapport à ce qu'on vient d'entendre, à votre statut de chercheur également, à la communication scientifique. Sentez-vous libre, voilà, profitez-en et allez-y. Il y a des micros qui circulent un petit peu des deux côtés de la salle. N'hésitez pas à lever la main et on vous en passera un. Merci beaucoup. Quand on voit et quand on entend tout ça, bien sûr qu'on a envie de réagir, mais quand on regarde ce qui se passe au niveau des grandes décisions, des COP, etc., ça ne bouge pas assez vite. Et quand on regarde ce qui se passe quand on donne la parole aux citoyens suisses, par exemple lors des votations, ça ne bouge pas assez vite non plus. Alors si ça ne vient pour l'instant pas ni du haut ni du bas, qu'est-ce qu'on peut faire et d'où on peut provoquer le changement selon vous ? Ça, c'est une question extrêmement compliquée. Vous avez très bien dit que c'est aussi les citoyens eux-mêmes. Ce n'est pas qu'en Suisse qu'il y a des résistances, je peux vous rassurer. En France, c'est pareil. On a eu le mouvement des Gilets jaunes parce que le pétrole, le coût du diesel a augmenté. Et c'est compliqué. Bon, je suis physicien, je ne suis pas politique.
voilà, mon rôle, c'est de dire voilà ce qui va se passer quand on continue à émettre. Ce qu'on peut faire, ce que je peux faire, c'est venir parler dans des assemblées comme celle-ci, essayer de faire comprendre que c'est important, que les décisions à long terme, que les décisions d'aujourd'hui nous engagent à long terme. Le changement climatique et les effets, les actions à prendre, c'est aussi bien les actions de chacun. Donc, moins prendre la voiture, isoler la maison, tout ce que vous savez aussi bien que moi, sans doute, que les actions de la communauté au niveau d'une commune, favoriser les réseaux de transport public, etc., qu'au niveau des nations, faire en sorte que, moi je suis d'origine allemande, faire en sorte de ne pas importer massivement du gaz, mais créer les conditions pour que les citoyens puissent se payer justement cette transition climatique. Donc le problème avec le changement climatique, c'est que ça concerne tous les domaines de la vie. C'est la base, l'énergie, c'est la base de notre société. On est riche aujourd'hui parce qu'on avait une énergie abondante. On a une énergie encore abondante à bas prix. C'est pour ça que nous avons ce niveau de vie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la base de notre société développée. Et quand on change quelque chose à la base, c'est compliqué. Ça concerne tout le monde et ça concerne tous les domaines de la vie. C'est pour ça que c'est compliqué. Je n'ai pas de solution magique. Désolé. Bonsoir. Merci beaucoup. J'avais 2 questions, une assez, disons, plus technique sur la slide des budgets carbone. C'était pour savoir la zone d'incertitude. Oui. Elle était égale à combien? Et ma deuxième question, beaucoup moins technique, est-ce que vous pourriez revenir sur les échanges avec les représentants des États? Vous avez dit que les scientifiques du GIEC avaient un droit de veto. Est-ce que, par exemple, dans les projections futures que vous faites, est-ce qu'elles sont impactées par ces négociations? Est-ce que sur les incertitudes avant 2021, est-ce que si on a des incertitudes, est-ce que c'est à cause de ces négociations aussi avec les représentants? Donc voilà, c'est les relations que vous aviez. Merci. Alors les incertitudes, on les voit ici. Alors il y a différentes sources d'incertitudes. C'est la largeur de cette bande ici, essentiellement. Donc pour le budget de carbone, il y a plusieurs sources d'incertitude. C'est qu'il n'y a pas que le CO2, il y a aussi la réduction de méthane, la réduction d'émissions d'autres gaz à effet de serre, la réduction des émissions d'aérosols, parce que quand on émet, on essaye d'améliorer la qualité de l'air, on essaie aussi de réduire les émissions d'aérosols pour avoir moins d'asthme de nos enfants, donc c'est important. Pour le climat, c'est un peu embêtant parce que ça cause un réchauffement. D'accord ? Vous améliorez la qualité d'air due à ces polluants particuliers, vous rajoutez un réchauffement. Donc il y a une incertitude aussi due au mélange de gaz et sur la stratégie de réduction des émissions de gaz. Il y a une incertitude due à la physique du climat. J'ai parlé de cette réduction de l'incertitude sur la fameuse sensibilité du climat. On a toujours une gamme d'incertitude assez forte. On estime que c'est pour un doublement de CO2, 3 degrés plus ou moins, mais entre 2,5 et 4. Donc c'est quand même une incertitude encore assez élevée. Donc la valeur exacte de ce budget carbone, il y a au moins 20% d'incertitude. D'accord ? Par contre, ce qui est absolument certain, c'est la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Ce qui est absolument certain, c'est que si on continue à émettre, ça va continuer à se réchauffer. Il y a des choses qui sont absolument certaines, et puis il y a des choses, des valeurs exactes, parfois, qui sont encore relativement incertaines. Ça, c'est certain. Concernant donc ces négociations, ces séances d'approbation des rapports du GIEC, en fait, il s'agit essentiellement de formulation. Les discussions sont beaucoup sur des formulations pour rendre les choses plus claires. Souvent, ce qui est un peu difficile,
c'est quand il y a des cartes avec des changements dans une région ou dans une autre, ou des impacts, etc. Parfois, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout sur quels vont être les impacts sur l'agriculture en Afrique, parce que tout simplement, la recherche n'est pas encore très évoluée sur ces questions spéciales, particulières, notamment dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est un peu embêtant quand on donne beaucoup d'informations, parce qu'on en sait beaucoup plus sur les impacts futurs en Europe que dans les pays en voie de développement. Donc là, il y a beaucoup de discussions, mais du coup, entre les États, les États des pays en voie de développement ne sont pas contents, parce qu'on a l'impression que si on ne met rien sur la carte, c'est parce qu'on n'a pas l'information, mais eux, ils pensent que c'est parce qu'on dit que le changement climatique n'aura pas d'impact en Afrique, alors qu'on sait très bien que c'est différent. Enfin bref, c'est ce genre de discussion, souvent, qui mène à des clarifications, très souvent. Mais évidemment, il y a aussi des États qui essayent de pousser leur agenda, notamment, comme je l'ai déjà dit, pour des raisons évidentes. Un pays qui veut continuer à exporter du pétrole, il aimerait bien que le rapport ne dise pas aussi clairement qu'on peut le dire que c'est dû au combustible fossile. D'accord ? Les émissions de CO2 sont dues au combustible fossile. Donc ils essayent de proposer des formulations qui sont un peu plus vagues, etc. Et après, généralement, tu as d'autres États qui rapidement disent non. Et puis, de toute façon, encore une fois, rien dans le rapport à l'intention des décideurs ne peut être écrit sans l'aval des scientifiques. Et l'aval des scientifiques, il vient avec le fait que voilà, c'est basé sur le rapport sous-jacent. Est-ce que c'est une réponse Merci. Oui ? Je ne sais pas si vous avez... Je choisis moi ? Ouais, devant toi. Il y avait aussi une main levée ici après. Oui, je m'excuse si je prends la parole avant. Merci pour votre présentation. Je m'excuse aussi de ne pas avoir lu le rapport encore, donc vous me direz si la réponse est dedans. Mais je voulais savoir en fait ce que le GIEC pense des techniques de géo-ingénierie, et notamment, par exemple, le relargage de sulfure dans la stratosphère ou le fer dans les océans. Et de manière plus générale, est-ce qu'il peut prendre des décisions ou des prises de position, disons, plus marquées sur ce genre de technologies qui sont, disons, potentiellement salvatrices, mais en fait pas du tout. Merci. Voilà. Alors, merci pour cette question. Elle me permet d'encore clarifier les choses. Donc, je ne l'ai pas dit suffisamment clairement, sans doute. Le rapport du GIEC, dans un groupe de travail, il y a, je ne sais pas moi, 250 chercheurs à peu près. Donc il y a plusieurs groupes de travail. Donc on fait là actuellement le 6e rapport, on finit le 6e cycle de rapport au mois d'octobre. En tout, c'est 1 millier de chercheurs. Et ce que fait le GIEC, c'est pas un résumé de la littérature, c'est une évaluation de la science basée sur la littérature scientifique sous-jacente. Dans un rapport du GIEC, on a à peu près 10 000, 20 000 articles scientifiques qui sont cités. Si on fait la somme des 3 groupes de travail, des rapports spéciaux, etc., fois, on estime une vingtaine de pages, on peut estimer que la base scientifique sur laquelle on se base, c'est à peu près 1 million de pages d'articles scientifiques. D'accord ? C'est ça qui est la base d'un rapport du GIEC. Après, le GIEC est censé faire d'abord un résumé de cette science, mais plus que ça, une évaluation. C'est-à-dire il est censé dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas encore, voilà il y a un domaine où il faudra travailler pour répondre à cette question, etc. Mais en essentiel, c'est quand même de dire voilà ce qu'on sait. Il ne prend pas de position. Le mantra du GIEC, c'est de dire policy relevant, c'est d'être policy relevant, but not policy prescriptive. C'est-à-dire ne pas prescrire ou même de suggérer des politiques, des solutions politiques, mais de fournir la base scientifique pour les décisions politiques. Donc être pertinent pour la politique, mais pas prescrire. Notamment pour des choses comme vous avez mentionné, le geoengineering, on ne prend pas position dans le sens où on recommande. Le GIEC il dit, si vous voulez limiter le réchauffement à 1,5 degré,
voilà ce qu'il faudrait faire. Si vous voulez limiter le réchauffement à 2 degrés, voilà ce que vous pourriez faire. Mais on ne dit pas il faut faire ça. D'accord? Ça, c'est un message important. Pour le geoengineering, c'est compliqué parce que la base scientifique n'est pas encore très large. Il n'y a pas encore énormément d'articles scientifiques là-dessus. Donc, il y a une évaluation dans un chapitre et même dans le rapport, dans le résumé à l'intention des décideurs, on dit essentiellement, voilà, ça pourrait être une solution pour limiter le changement climatique, mais les risques sont extrêmement élevés. Les risques sont extrêmement élevés et surtout, on ne connaît pas les effets secondaires, on ne connaît pas les effets sur la précipitation notamment. C'est extrêmement compliqué à estimer. Et donc déjà, on ne ferait jamais une recommandation pour ou contre, mais on dit là-dessus, il manque encore beaucoup de recherches. On sait que ça pourrait en théorie limiter le réchauffement global, mais ça coûterait extrêmement cher et la base scientifique est encore très maigre et les conséquences celles qu'on n'a pas envisagées peuvent être extrêmement fortes. Voilà pour l'instant tout ce qu'on peut dire. Mais c'est effectivement quelque chose. S'il y a un 7e rapport du GIEC, je pense qu'il va parler beaucoup du geoengineering parce qu'il y a beaucoup plus de travail scientifique maintenant qui va se pencher là-dessus. Voilà. C'est à peu près une réponse qui vous convient? Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je voulais juste vous demander, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez si ça devait se passer autour des 3 degrés? C'est-à-dire, à titre personnel, quel est votre avis sur à quel point ce serait grave en soi? Merci. 3 degrés, c'est à peu près ce qu'on peut... Enfin, c'est la trajectoire, 3 degrés en 2100, c'est la trajectoire sur laquelle nous sommes à peu près. Donc, ce chiffre est tout à fait... il a beaucoup de sens. C'est sans doute aussi pour ça que vous l'avez mentionné. Donc, c'est réaliste comme projection. Nous, ici, on a les moyens de s'adapter. D'accord? Dans les pays riches d'Europe de l'Ouest, ça va nous coûter cher, mais ça va faire fonctionner l'économie. D'accord? Il va falloir réadapter les réseaux d'adduction d'eau, il va falloir changer les systèmes de paravalanche, je ne sais pas moi, des routes, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'il va falloir adapter, qu'il va falloir changer, mais on a les moyens. Les vrais problèmes, c'est dans les pays en voie de développement et pour les écosystèmes, évidemment, qui n'ont pas les moyens de s'adapter aussi rapidement, parce qu'un changement de 3 degrés en 2100, ça voudrait dire encore 2 degrés en 80 ans à partir de maintenant. C'est quelque chose de complètement inouï au niveau des changements naturels qui ont eu lieu dans le passé récent, entre guillemets, donc c'est le dernier million d'années sur la Terre. La dernière déglaciation, il y avait une période, il y a 20 000 ans, où il y avait beaucoup de glace. Le Canada était entièrement englacé, la Scandinavie était entièrement englacée, les Alpes étaient entièrement englacées, Genève sans doute était sous les glaces parce que le lac Léman, de toute façon, c'est un lac glaciaire. Donc, il y avait cette période-là, il y a 20 000 ans, la température moyenne globale était 5 degrés inférieure à la période pré-industrielle. D'accord? Donc 6 degrés inférieure à aujourd'hui à peu près. C'est notre planète. 5-6 degrés de changement climatique, c'est notre planète. Et la déglaciation qui s'est passée, qui est arrivée naturellement, due à des changements de l'orbite de la Terre essentiellement, qui sont très bien compris. Je peux en dire quelques mots si vous voulez. Donc cette déglaciation, elle a pris 10 000 ans et la Terre a pris 5 degrés en 10 000 ans. Donc ça, et c'était un changement extrêmement fort. D'accord? Et donc vous prenez 5 degrés en 10 000 ans, ça c'est la vitesse maximale des changements naturels de grande amplitude de derniers millions d'années. Et les 2 degrés supplémentaires en 100 ans, c'est extrêmement rapide par rapport à ça. Donc les écosystèmes
ont beaucoup de mal à s'adapter. Et c'est surtout, comme j'ai déjà dit, dans les pays, les impacts sont forts là où la vulnérabilité est forte, où l'exposition est forte. Et la vulnérabilité, encore une fois, elle est forte dans les pays en voie de développement et pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'adapter. Donc ce n'est pas ici que ça se passe. Les problèmes, c'est dans les pays en voie de développement, qui, évidemment, émettent beaucoup moins de CO2 que nous, et de gaz à effet de serre. C'est ça le vrai problème. Et après, à très long terme, plus 3 degrés, en termes de niveau des mers, c'est à plusieurs centaines d'années, ça ira vraiment très vite. La calotte de glace du Groenland, elle disparaîtra avec ce réchauffement. Et la calotte de glace du Groenland, déjà, elle fait 6 mètres d'équivalent du niveau des mers. Donc ça, c'est certain qu'on les aura avec 3 degrés. Voilà. On avait encore 2 questions, il me semble, si vous pouvez lever la main. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Merci d'être venu. Lorsqu'on fait un rapport, on aimerait que les gens le lisent et que les bonnes personnes le lisent. Ma question, c'est comment fait-on pour que ce rapport soit lu par les bonnes personnes? Je sais que, par exemple, Simonetta Sommaruga, en Suisse, essaye d'organiser une conférence où tous les membres du Parlement, enfin des 2 chambres, sont invités à ce genre de conférence pour faire passer cette information. Elle l'a annoncé l'an passé. Comment on fait pour que des politiciens qui ont été élus pour qui défendent des intérêts qui ne sont pas le climat, ils ont été élus pour d'autres intérêts, comment on fait pour que ces politiciens s'intéressent à la question? Et est-ce que vous-même, vous êtes là à titre personnel, vous êtes là au titre de l'IPCC, est-ce que les 250 autres personnes de votre groupe font la même chose que vous, c'est-à-dire des conférences? Est-ce que vous-même, en tant que membre du CNRS, vous êtes allé en France pour faire ce genre de conférences, ou en Allemagne parce que vous nous avez dit que vous étiez allemand? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on propage ce rapport aux bonnes personnes? Merci. Oui, alors, comme je disais, ces rapports sont faits à l'origine pour servir de base aux négociations climatiques. Donc les négociations, c'est les fameuses COP. D'accord? Donc on fait ce résumé à l'intention du décideur qui est censé être lu. Évidemment, très peu, on ne se fait aucune illusion. D'accord? Le président de la Confédération suisse ou le ministre correspondant, et pareil en France, ils ne vont pas lire ces rapports. Évidemment, on espère que on sait que quelqu'un dans les ministères, il y a des spécialistes qui les lisent et qui savent de quoi ça parle. Donc, qui vont faire un truc en 1 page ou peut-être en 2 phrases pour leur ministre. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer, c'est évident. Dans les États démocratiques de l'Europe, aux États-Unis, etc., en Amérique du Nord, les décideurs politiques, c'est aussi vous. Nous votons tous, enfin j'espère, et nous avons les moyens d'influencer les politiques, pas les personnes politiques, mais la politique qui est faite, c'est ça que je veux dire. Nous avons les moyens ici. Donc, quand on fait un résumé à l'intention des décideurs, ici, c'est aussi pour nous tous. Là aussi, ces rapports sont extrêmement difficiles à lire, mais il y a de la vulgarisation scientifique. Moi, j'en fais. Enfin, vulgarisation, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, c'est ce que je fais. Je fais des présentations. Mes collègues en font. D'autres chercheurs, il n'y a pas besoin d'être membre du GIEC pour parler du climat. Il y a plein de chercheurs. À Genève, à Fribourg, il y a des bonnes universités. C'est des gens qui font des présentations au grand public comme je l'ai fait moi. C'est pas parce que je suis actuellement un auteur du GIEC que j'ai plus le droit de parler de climat que d'autres. Hein. Ils le font. Donc, on prend le bâton de pèlerin, on fait nos présentations, on espère qu'on sera écouté. Après, personnellement, je ne suis pas militant. Je ne suis pas militant pour le changement climatique. Je pense qu'il faut aussi des chercheurs qui soient en dehors de la sphère militante pour que la recherche garde une crédibilité. Notamment quand on est membre du GIEC, c'est un peu compliqué. On se fait souvent reprocher par les climato-sceptiques qu'on est en fait des militants cachés. Donc moi, on ne peut pas me faire ce reproche. Je n'ai jamais été dans des manifs. Ce n'est pas mon genre, mais voilà. Je fais autrement, j'essaie de faire de la vulgarisation, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, je suis
assez convaincu que parmi le public aujourd'hui présent, des gens qui ont vraiment des doutes, ils viennent souvent pas. Donc en fait, je prêche à des convaincus très souvent. L'utilité, c'est toujours important de porter l'information plus précise pour que vous puissiez ensuite, si vous êtes militant ou pas, dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est important aussi. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà. Atteindre ceux qui ne veulent pas écouter, je ne sais pas comment faire. Malheureusement. On avait une dernière question au milieu à gauche, si je ne me trompe pas. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez évoqué brièvement les technologies pour les émissions négatives. Et je voulais savoir si, pour rester sous les 1,5 degrés, il fallait qu'on utilise ce genre de technologie et quelle serait pour vous la technologie la plus prometteuse à l'avenir? Alors, pour arriver à 1,5 degré, oui, c'est certain. Il faut les utiliser massivement, à grande échelle et bientôt. Émission zéro de CO2 en 2050. 2050, c'est demain, c'est dans 30 ans. Il y a des émissions qu'on n'arrivera pas à réduire à zéro. Par exemple, les avions, ça va être compliqué. Faire voler un avion autrement que par le kérosène, c'est compliqué. Le kérosène a une densité énergétique extrêmement forte. Donc c'est très compliqué. Donc forcément, il va falloir des technologies. Alors il y a des technologies basées sur essentiellement des réactions chimiques de roches silicatées. Ce qui se passe en fait dans les montagnes, si vous avez des roches qui se fracturent, les roches qui se fracturent, elles se font essentiellement, il y a des réactions chimiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, en plus je ne suis pas chimiste, donc je suis mauvais en chimie. Il y a des réactions chimiques qui font que le CO2 va être absorbé et qu'à la fin, ça va se retrouver aux sédiments dans les océans. D'ailleurs, c'est pour ça que la période, c'est intéressant, je vais le dire très rapidement, vous savez qu'il y avait les dinosaures il y a 60 millions d'années, un peu plus, mais, le climat était très chaud, l'océan Arctique n'était pas englacé. Depuis, il y a eu une diminution des concentrations de CO2 naturelles à très long terme, et le climat s'est refroidi, les calottes de glace se sont formées, et on pense que c'est dû au fait que le plateau tibétain s'est construit avec l'Himalaya. Il y avait toutes les chaînes alpines qui se sont formées, où il y a beaucoup d'érosion mécanique et qui dénudent à chaque fois régulièrement des roches qui ensuite permettent cette absorption de CO2 et qui ensuite diminuent la concentration de CO2. Et puis il y a aussi des variations de volcanisme naturel qui peuvent causer ce genre de diminution. Donc il y a cette première technique des absorptions chimiques, ça existe, il y a des tests là-dessus qui sont faits. À grande échelle, ce n'est pas encore possible. Il y a aussi l'idée de faire massivement la bioénergie avec planter des forêts, brûler ou les faire décomposer pour faire de l'énergie avec, du feu tout simplement, et capter le CO2 qui est émis par ce processus et ensuite le renvoyer sous terre. C'est Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Là aussi, en théorie, il y a déjà des premiers essais, mais il faudrait le faire à des échelles qui sont aujourd'hui pas possibles. Et surtout, ça a des effets extrêmement négatifs parce que ça voudrait dire transformer des surfaces agricoles en forêt pour l'énergie. Donc il y a un problème avec la nourriture. On ne peut pas le faire partout, n'importe comment. Je ne sais pas. À très grande échelle, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça marche, il y a déjà des prototypes, oui. Après, passer à très grande échelle, j'en sais rien. Je ne travaille pas sur ces techniques-là, donc je suis physicien du climat, mais
il les faudra à très grande échelle, à une échelle qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, ça c'est certain. Peut-être ça va marcher. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Vas-y. Le micro. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'hypothèse de Zimov. Oui. C'est un mec, pour les personnes qui ne savent pas, qui est en Sibérie, c'est ça? Oui. Et du coup, il s'est dit qu'il allait refaire venir les animaux. Vous me dites, c'est pas complètement juste ce que je dis, mais de l'ère de la préhistoire ou même avant. Oui, non, enfin, là, c'est les grands herbivores qui existent. Hein, voilà, des yaks, des... Ouais. Pour tasser du coup la neige, pour faire en sorte que le permafrost ne fonde pas. J'ai trouvé cet homme déjà incroyable parce que je trouve que du coup il montre une force, qu'il y a des choses qu'ils sont capables de faire, qu'il y a des gens qui ont envie de donner leur vie pour nous, ce que je trouve incroyable. Mais est-ce que vous pensez en tant que scientifique, parce que moi en tant que psychologue je trouve juste fascinant, mais en tant que scientifique, est-ce que vous pensez que c'est un peu logique ou... Bah, moi, ça me convainc presque. Hein, mais... Alors, Sergei Zimov, c'est marrant que vous parlez de lui. Je le connais bien, en fait. J'ai publié avec lui donc, plusieurs articles scientifiques. Si vous cherchez Zimov et Kriner sur Internet, vous trouvez les articles qu'on a écrits ensemble. Un dernier, il y a quelques années. Donc, le type, il est extraordinaire. Alors, plus russe que lui, tu meurs. C'est vraiment... le russe archétypique, un peu bourru, ours. Donc il vit dans sa station de recherche à Tchersky, au bord de l'Arctique, en Sibérie orientale, un endroit mais complètement paumé. Et il est brillant, il est vraiment brillant. Donc il a publié plusieurs articles dans les meilleurs journaux scientifiques, Science et Nature, donc c'est pas un petit rigolo. C'est pas du tout un petit rigolo. Il a des idées, il sait, quand il parle de permafrost, il sait de quoi il parle. Et il a des idées extrêmement originales. Donc son idée, pour la reprendre, donc tu as dit tout à fait correctement, c'est ici l'histoire de pergélisol dont j'ai déjà parlé. Donc le pergélisol, il risque de se réchauffer. Ce qui se passe dans ces régions, c'est qu'en hiver, il y a de la neige. Et la neige, c'est un très bon isolant thermique. Il y a beaucoup d'air dedans, c'est un peu comme du polystyrène, ça isole super bien contre le froid. Donc quand vous posez beaucoup de neige en hiver, ça veut dire que le froid au-dessus, il fait moins 50 en Sibérie, en hiver, ou moins 30, moins 40, je ne sais pas exactement à cet endroit, mais il ne fait pas chaud, c'est sûr. Donc cette vague de froid d'hiver, elle est isolée, enfin, le sol qui est en dessous, il est isolé contre la vague de froid de l'hiver, parce que ça isole bien. Donc, en fait, la neige a donc un rôle protecteur contre le froid, donc elle réchauffe le sol qui est en dessous, indirectement, d'accord? Parce qu'il protège contre le froid de l'hiver. J'ai parlé de la période glaciaire, donc il y a 20 000 ans. À cette période-là, j'ai dit qu'il y avait 3 km de glace sur le Canada, 2 km de glace sur la Scandinavie, 0 km de glace sur la Sibérie. Il n'y avait pas de glace sur la Sibérie à cette période. En fait, la Sibérie, c'était le paradis des mammouths. Il y avait un écosystème extrêmement productif, beaucoup plus productif qu'aujourd'hui, parce que les mammouths, avec la déjection, ils fertilisent le sol. C'était un climat très froid, mais quand même en été, il faisait relativement chaud, donc les mammouths, ils étaient bien, donc il y avait un écosystème qui vivait très bien, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de carbone aussi dans le sol. Et donc Zimov dit, ces grands animaux, les mammouths, etc., en hiver, ils cherchaient aussi à manger, donc ils marchaient, donc ils réduisaient la neige en rien, quoi. Ils tassaient la neige, et quand la neige est tassée, elle isole moins bien. Et donc le froid de l'hiver, il peut pénétrer dans le sol. On lui dit, on va faire pareil pour protéger le pergélisol aujourd'hui, on va mettre plein d'animaux, et on va reconstruire cet écosystème de Pléistocène. Donc la période climatique de cette époque, c'est le Pléistocène, d'il y a 20 000 ans. Et donc il crée un parc où il introduit de nouveau des animaux
Donc il parle même de faire cloner des mammouths un jour. Enfin bref, là il travaille avec des rennes et avec des yaks, etc., avec des vaches, enfin, je sais pas, plein d'animaux qui évidemment vivent assez mal, assez compliqué dans cette région parce qu'il fait quand même très froid en hiver. Donc il a construit ce parc qu'il appelle le Pleistocène Park et il veut donc tester cette hypothèse qu'en mettant des animaux, on protège le pergélisol. Donc il a déjà fait des tests lui-même. Il tasse la neige en hiver et puis il regarde ce que ça donne. Il enlève, dans ces régions, vous avez beaucoup de mousse qui isole aussi très bien. Donc il a enlevé ça avec son bulldozer. Donc il y a des trucs. Avec son accent russe quasi inimitable, il dit « Bulldozer is a great scientific instrument ». Il est trop drôle ce type. Enfin bref, donc voilà, il met la main à la pâte, il n'est pas que modélisateur comme moi. C'est quelqu'un de sérieux, son idée est osée, on va dire. Qui sait, peut-être ça marche, mais c'est extrêmement... il y a des chances que ça ne marche pas, quoi. Là, il parlait d'essayer de cloner des éléphants, enfin de faire en sorte que les éléphants puissent s'adapter là-bas. C'est ça qui m'a surpris, en fait. Oui, après, il est plus géologue, géophysicien, comme moi, il n'est pas biologiste. Après, il doit faire ça avec des biologistes où il a des idées. Il ne faut pas lui écouter sur les histoires de clonage, ce n'est pas lui qui fera. Hein. Voilà. Voilà. Donc il y a un documentaire qui s'appelle l'hypothèse Zimov, qui est peut-être encore disponible sur Arte, je ne sais pas. Donc ça vaut le coup de regarder, c'est assez drôle. Merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je voulais vous remercier une dernière fois d'être tous et tous venus pour cette conférence. Je voulais vous remercier vous également d'avoir répondu présent et ce fut un plaisir de vous recevoir et de vous écouter également. Juste petite dernière info, la semaine de la durabilité continue. On se retrouve donc demain, après-demain, jusque vendredi et également samedi soir pour la soirée de clôture, la Biocale. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et on se retrouve très prochainement, je l'espère. Encore une fois, merci beaucoup et à bientôt. Rentrez bien, bonne soirée. Merci.